bienvenue dans le module 3 de chimie, sens d'évolution d'un système chimique. La leçon 1, transformation spontanée dans les piles et récupération d'une énergie. On appelle communément cette leçon les piles tout court. On va commencer d'abord par donner la constitution d'une pile électrochimique. On appelle pile électrochimique un générateur qui transforme de l'énergie chimique fournie par une réaction d'oxydoréduction spontanée en énergie électrique. Donc, une pile électrochimique transforme l'énergie chimique en énergie électrique. Une pile électrochimique est constituée de deux béchers. Chaque bécher contient une électrode d'un métal M1 pour la première, par exemple une électrode d'argent, une électrode de zinc, de cuivre, de fer, d'aluminium, d'un métal quelconque M1. Ce métal, elle est trempé dans une solution qui contient l'oxydant conjugué de ce métal. Par exemple, si j'ai une électrode de zinc, j'aurai ici une solution qui contient les ions Zn2+. Et ça sera par exemple une solution de sulfate de zinc. Si j'ai une électrode d'argent, j'aurai une solution par exemple de nitrate d'argent. Il contient les ions Hg+. Ce bécher avec cette électrode et cette solution constitue ce qu'on appelle une demi-pile. L'autre demi-pile, il contient une autre électrode d'un autre métal, par exemple dit M2. Si j'ai ici le zinc, j'aurai ici le cuivre ou bien l'argent, un autre métal, qui est trempé dans une solution qui contient les ions de ce métal. Si j'ai ici le métal cuivre, j'aurai ici les ions Cu2+. La solution sera par exemple sulfate de cuivre. Ce deuxième bécher constitue la deuxième demi-pile. Après, ces deux demi-piles sont liées par ce qu'on appelle un pont salin. Le pont salin, il contient une solution saturée d'un sel, c'est-à-dire ce pont contient des cations et des anions à l'intérieur. Il est impératif de mettre un pont salin, sinon la pile électrochimique ne fonctionne pas. Donc le rôle du pont salin, c'est d'abord de fermer le circuit électrique et deuxièmement, assurer la neutralité de ces deux solutions électrolytiques. Car lors du fonctionnement de la pile, une solution aura un excès d'ions négatif et l'autre un excès d'ions positif. Donc ce pont salin va apporter les ions manquants à chaque demi-pile. Et comme ça, il va assurer la neutralité des solutions électrolytiques qui sont dans les deux béchers. Ceci, c'est la constitution d'une demi-pile électrochimique. Lorsqu'une pile fonctionne, dans chaque demi-pile et au niveau de l'électrode du métal, il se passe une réaction, soit d'oxydation ou bien de réduction. Donc, dans chaque demi-pile, il y a une réaction d'oxydation ou bien de réduction. Si j'ai ici une oxydation, dans l'autre demi-pile, j'ai une réduction et inversement. Donc, on aura au niveau de chaque électrode soit une réaction d'oxydation, soit une réaction de réduction. L'électrode au niveau de laquelle il y a une réaction d'oxydation, on l'appelle anode et elle constitue le pôle négatif de la pile. C'est-à-dire, si au niveau de cette électrode il y a une réaction d'oxydation, on l'appelle anode et il constitue le pôle négatif de la pile. Je tiens à préciser que l'électrode au niveau de laquelle se passe une réaction d'oxydation est appelée anode, quelle que soit la polarité. Mais dans le cas particulier des piles, l'anode constitue le pôle négatif. Donc, à savoir, relier la réaction d'oxydation à l'anode. Et ensuite, vous en déduisez pour une pile que l'anode, c'est le pôle négatif. Par contre, l'électrode au niveau de laquelle se passe une réaction de réduction, on l'appelle cathode. Et elle est le pôle positif de la pile. Donc, la cathode, c'est l'électrode au niveau de laquelle il y a réduction.
Et l'anode, c'est l'électrode au niveau de laquelle il y a oxydation. Dans une pile, l'anode, c'est le pôle négatif et la cathode, c'est le pôle positif. À savoir que les réactions chimiques dans les piles sont des réactions spontanées. Elles ne nécessitent ni chauffage ni catalyseur. Maintenant, après avoir donné ces définitions, on va montrer comment trouver le pôle négatif et le pôle positif d'une pile. C'est-à-dire comment déduire l'électrode où se passe l'oxydation et l'électrode où se passe la réduction. Pour ça, on va appeler cette partie détermination de la polarité et les équations des réactions aux électrons. Premièrement, sans préjuger du sens de la transformation, c'est-à-dire sans savoir quelle est la réaction qui est mise en jeu. On écrit une réaction quelconque entre l'oxydant d'un bécher avec le réducteur de l'autre bécher. On peut même écrire l'inverse de cette réaction. Et on a la constante d'équilibre de cette réaction, c'est-à-dire on nous donne une réaction quelconque qui n'est pas forcément la bonne transformation dans la pile. Et on nous donne la constante d'équilibre de cette réaction. Ensuite, la première chose qu'il faut faire pour déterminer la polarité, c'est de calculer le quotient de réaction initiale de cette réaction. C'est-à-dire, on calcule QRI qui est égal à la concentration de l'oxydant 2 à la puissance N1 fois celle du réducteur 1 à la puissance N2 sur celle de l'oxydant 1 à la puissance N2 fois celle du réducteur R2 à la puissance N1. Si on a ici des solides, ils ne seront pas écrits. Si on a un solvant, il ne sera pas écrit. Si on a un gaz, il ne sera pas écrit. Et on aura dans l'énoncé de l'exercice les concentrations des différentes espèces chimiques à l'état initial. Une fois le quotient de réaction calculé, on le compare à la constante d'équilibre de la réaction. Si le quotient de réaction est inférieur à la constante d'équilibre, alors le système chimique évolue dans le sens direct de l'équation. C'est-à-dire qu'effectivement, l'oxydant 1 réagit avec le réducteur 2. Donc ça sera la bonne équation chimique. Sinon, c'est-à-dire CQRI supérieur à K, alors la bonne équation chimique, c'est l'inverse de celle-là. On doit réécrire cette équation en commençant par le terme de droite, puis ce terme. Dans ce cas, au niveau de l'électrode 1, c'est-à-dire au niveau de RAID 1, il y a une réduction. L'oxydant 1 va capter des électrons. Donc, le réducteur 1 est la cathode. Donc, le réducteur 1 constitue le pôle positif. Et l'autre réducteur va constituer le pôle négatif. Et comme ça, on a déduit l'équation qui se passe au niveau de chaque électrode et en même temps la polarité de la pile. Donc, l'oxydant 1 va gagner des électrons. Donc, au niveau du réducteur 1, il y a une réduction. Donc, ce réducteur, c'est la cathode, c'est le pôle positif. Le RAID 2 va perdre des électrons. Donc, celui-là va perdre des électrons. Il y a au niveau de cet électrode une oxydation. Donc, c'est l'anode. Il va constituer le pôle négatif. Donc, lorsque une pile fonctionne, cela veut dire que le quotient de réaction est différent de K. Ça veut dire que le système chimique, c'est un système hors équilibre. Donc, une pile qui fonctionne, c'est un système chimique hors équilibre. Si on avait QR est supérieur à K, alors on aura l'inverse de ce schéma. Le RAID 2 sera le pôle positif et le RAID 1 sera le pôle négatif. Une fois maintenant qu'on connaît les réactions aux électrodes et la polarité de la pile, on peut nous demander de déterminer le mouvement des porteurs de charge. Je rappelle que les porteurs de charge sont les électrons et les ions du pont sanguin. On va déterminer leur mouvement, c'est-à-dire chaque porteur de charge se déplace de quelle demi-pile vers quelle demi-pile. Soit le schéma suivant d'une pile qui contient
une électrode qui joue le rôle de la borne positive et une autre électrode qui joue le rôle de la borne négative, on relie les deux électrodes par un circuit électrique constitué d'un résistor et d'un ampèremètre. On sait bien que le courant, il part du pôle positif vers le pôle négatif. Ça, c'est le sens du courant. Alors que les électrons partent du pôle négatif vers le pôle positif. Donc, c'est le sens du déplacement des électrons qui est contraire au sens du courant. Pour assurer la neutralité des deux solutions qui se trouvent dans les deux demi-piles, les anions du pont salin vont se déplacer vers la demi-pile qui constitue le pôle négatif de la pile, alors que les cations du pont salin vont se déplacer vers la demi-pile qui constitue le pôle positif de la pile. Et comme ça, on a le mouvement des différentes charges. Donc, ce schéma résume le mouvement des porteurs de charge. En résumé, les électrons se déplacent à l'extérieur de la pile du pôle négatif vers le pôle positif. Les anions se déplacent vers la demi-pile constituant la borne négative et les cations se déplacent vers la demi-pile constituant la borne positive. À retenir, c'est une question qui peut être posée dans un exercice des piles. Parfois, ce schéma est lourd à tracer, c'est-à-dire le schéma d'une pile. On nous demande de donner un schéma conventionnel, c'est-à-dire un schéma qui va être à la place de celui-là, c'est-à-dire un schéma qui va me montrer le pôle positif, le pôle négatif et le pont salin. Au lieu de tracer le schéma réel d'une pile, on appelle ça le schéma conventionnel d'une pile. Donc, le schéma conventionnel d'une pile, premièrement, on va considérer qu'on a une pile électrochimique constituée de deux couples oxydant-réducteurs. Le couple M1N+ sur M1 et M2P+ sur M2. Par exemple, Zn2 plus Zn et Al3 plus Al. Et on va supposer que l'électrode M1, c'est le pôle positif. Dans ces conditions, le schéma conventionnel est le suivant. Premièrement, les électrodes M1 et M2 sont placées aux deux extrémités du schéma, c'est-à-dire l'électrode M1 sera placée dans une extrémité et l'autre dans l'autre extrémité. Mais ils ne sont pas placés aléatoirement. Il faut toujours avoir la borne négative à gauche et la borne positive à droite. C'est pour ça qu'on a M2 à gauche et M1 à droite, puisqu'on a supposé que M1 est le pôle positif. Si M2 est le pôle positif, on va inverser ces deux réducteurs. Après avoir posé la borne négative et l'électrode qui constitue la borne négative à gauche, la borne positive et l'électrode qui la constitue à droite, on schématise l'électrode par un tiret vertical. C'est-à-dire que ce tiret représente M2. Cette électrode est trempée dans une solution qui contient les ions M2P+. Par exemple, je peux avoir ici Zn, une électrode qui est trempée dans une solution qui contient Zn2+. Je fais la même chose ici, une électrode qui représente M1 qui est trempée dans une solution qui contient les ions M1N+. Il faut faire attention, ce n'est pas l'écriture d'un couple oxydant-réducteur. Ce n'est pas cette écriture. Elle est écrite avec un tiret incliné. Ici, on a un tiret vertical. Après avoir schématisé le pôle positif, le pôle négatif, les deux électrodes et les deux solutions, il nous faut le pont salin. Alors, les deux couples ou bien les deux demi-piles sont séparés par un double trait. Ce double trait représente le pont salin. Donc, si on nous demande de donner le schéma conventionnel, il faut donner un schéma qui ressemble à celui-là. Donc, ceci représente le schéma conventionnel d'une pile électrochimique. Faites attention,
Ne confondez pas schéma conventionnel et schéma d'une pile. Ça, c'est le schéma conventionnel. Par contre, ça, c'est le schéma d'une pile. Maintenant, une fois qu'on connaît le schéma conventionnel, le pôle positif, le pôle négatif, le mouvement des porteurs de charge, on va s'intéresser aux grandeurs caractéristiques d'une pile. J'entends par grandeur caractéristique d'une pile, par exemple, la force électromotrice d'une pile. La force électromotrice d'une pile, appelée E, abréviation FEM, est la tension aux bornes de la pile lorsqu'il ne débite pas. C'est-à-dire lorsque cette pile ne fonctionne pas, si on mesure la tension aux bornes de cette pile, la valeur trouvée s'appelle force électromotrice. Cette force électromotrice, elle est mesurée par un voltmètre. Ce voltmètre, il est branché aux bornes de la pile avec la précaution suivante. Il faut relier la borne COM du voltmètre au pôle négatif de la pile. Si on relie la borne COM du voltmètre au pôle négatif, la valeur qu'il va afficher est une valeur positive et elle indique la force électromotrice. Si par accident on inverse le branchement, c'est-à-dire on met la borne COM au pôle positif, le voltmètre indiquera une valeur négative. Donc, si le voltmètre indique une valeur négative, ça veut dire que la borne COM est branchée au pôle positif et pas au pôle négatif. Ceci est le schéma de la mesure de la force électromotrice d'une pile, avec un voltmètre branché aux bornes et la borne COM reliée au pôle négatif. La force électromotrice d'une pile électrochimique dépend du couple d'oxydoréduction utilisé. Il dépend aussi de la concentration des espèces chimiques mises en jeu et enfin de la température. La deuxième grandeur caractéristique d'une pile, on peut nous demander le nombre d'électrons échangés lorsqu'il fonctionne, c'est-à-dire il y a combien d'électrons qui ont passé de la borne négative à la borne positive pendant une durée delta de t. Donc, on va commencer par le nombre d'électrons échangés. Selon les demi-équations électroniques, la quantité d'électrons échangés Ne est telle que cette quantité Ne est égale au nombre des électrons sur le nombre d'Avogadro. Donc, on peut déduire que le nombre des électrons échangés, c'est la quantité de matière des électrons fois le nombre d'Avogadro. Rappelons que le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. À ne pas apprendre les données dans l'énoncé des exercices. On peut se demander maintenant comment calculer la quantité de matière des électrons. À savoir qu'on peut lier cette quantité de matière avec l'avancement x de l'une des demi-équations électroniques, ou bien de l'équation bilan. C'est-à-dire, on peut trouver une relation entre la quantité de matière des électrons et l'avancement x, soit de l'équation de réduction ou bien de la demi-équation d'oxydation. Donnons des exemples. Si par exemple j'ai cette équation d'oxydation Zn dont Zn de plus 2 électrons, alors le n des électrons égale à 2x. Si on a cette équation, la quantité des électrons, c'est X. Si on a par exemple Al qui donne Al3 plus 3 électrons, alors la quantité de matière des électrons égale à 3X. Donc le chiffre multiplicatif à côté des électrons représente le chiffre multiplicatif à côté de l'avancement X. Et comme ça, on a une relation entre la quantité de matière des électrons et l'avancement X de la demi-équation ou bien de l'équation bilan. Troisième caractéristique, c'est la quantité d'électricité débitée dans la pile. Donc la quantité d'électricité débitée est donnée par la relation suivante. Q égale le nombre des électrons fois la valeur absolue de la charge d'un électron. Si j'ai un électron, il porte une charge de valeur absolue E. Si j'ai deux électrons,
j'ai la quantité d'électricité 2 fois cette charge. Donc si on a n électrons, on a n fois cette charge. Or, le nombre des électrons, on l'a défini précédemment, c'est la quantité de matière fois le nombre d'Avogadro. Avec E, c'est la charge élémentaire, c'est 1, 6, 10 moins 19 coulombs. Ce produit, il est constant. Le nombre d'Avogadro fois E, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 23 fois 1,6 10 moins 19, ne change pas de valeur. Parfois, on l'appelle le Faraday. C'est le Na fois E. En faisant le calcul, 1 Faraday, c'est 9,65 10 puissance 4 coulombs mol moins 1. Coulomb, c'est l'unité de E, mol moins 1, c'est l'unité de nombre d'Avogadro. Donc, la quantité d'électricité sera écrite, enfin, Q égale soit la quantité Ne fois Na fois E, ou tout court, N des électrons fois le Faraday. C'est la relation qu'on va utiliser, soit pour calculer la quantité d'électricité en connaissant le Ne, ou bien en calculant Ne, connaissant la quantité d'électricité. Après avoir défini la quantité d'électricité débitée par la pile, on peut déterminer l'intensité du courant débité par la pile, c'est-à-dire calculer I. N'oublions pas que le courant dans les piles électrochimiques est un courant continu, donc l'intensité sera une valeur positive. Si une pile débite pendant un temps ΔT avant d'être usée, alors elle a délivré une quantité d'électricité qui est lié avec le courant est lié avec delta de T, tel que I égale à Q sur delta de T. C'est une relation du tronc commun. Donc l'intensité du courant électrique égale la quantité d'électricité sur le temps delta T de fonctionnement de la pile. La quantité d'électricité déjà déterminée précédemment, c'est N des électrons fois le Faraday sur delta de T. Et comme ça, connaissant I et delta de T, je peux déterminer Q. Connaissant Q et delta de T, je peux déterminer I. Connaissant Q et I, je peux déterminer la durée delta de T. N'oublions pas que Ne est relié à l'avancement X de la réaction. On peut nous demander aussi de déterminer la capacité en charge d'une pile. La pile fonctionne tant que le système n'a pas encore atteint l'état d'équilibre. Une fois l'état d'équilibre atteint, la pile s'arrête de fonctionner. On dit que c'est une pile usée. Donc, lorsque l'état d'équilibre de la pile est atteint, la pile ne débite plus et elle est dite usée. Je rappelle aussi une autre condition pour que la pile soit usée. La première, bien entendu, c'est que le système atteint l'état d'équilibre. La deuxième, c'est que au moins l'un des réactifs soit un réactif limitant. Donc, si l'un des réactifs est limitant ou bien le système atteint l'état d'équilibre, la pile s'arrête de débiter, on dit qu'il est usé. Maintenant, passons à la capacité en charge. La capacité en charge n'est autre que la quantité maximale d'électricité débitée par la pile. Donc, Q maximale s'appelle capacité en charge et est exprimé souvent en ampères-heure au lieu de coulomb. Donc, je rappelle que Q égale à Ne fois F. Donc, Q maximal sera égal à Ne maximal fois F. Voilà. Et le Q maximal n'est autre que I fois delta de T maximal. Ça va de soi que le N des électrons maximal a une relation avec X max de la réaction. Donc, le Q maximal, c'est la capacité en charge de la pile. Le delta T max, ça s'appelle la durée de vie de la pile, c'est-à-dire le temps pendant lequel la pile débite, c'est-à-dire la pile fonctionne. C'est la fin de la leçon transformation spontanée dans les piles et récupération de l'énergie. Merci de votre attention et à la prochaine leçon.